Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 20, c'est parti. Ce n'est ni un fake, ni un poisson d'avril. Sophia Aram et Arthur viennent de recevoir un prix récompensant leur engagement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme des mains du président de la République. Oui, je sais, ça fait beaucoup en une seule phrase. Je vous laisse digérer un peu. Parmi les 60 millions de Français, c'est donc l'humoriste islamophobe Sophia Aram et l'animateur sioniste Arthur qui ont été choisis pour représenter la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le choix du casting est pour le moins surprenant. Ce serait un peu comme récompenser Depardieu pour son engagement féministe ou Darmanin pour sa lutte contre les violences policières. Rendons à notre tour hommage aux 2 stars de la journée. C'est un duo qui se connaît bien. Sophia Aram a commencé sa carrière à la télévision, notamment dans les émissions d'Arthur. Mais on la retrouve aussi sur d'autres plateaux, comme la grosse émission sur Comédie. À l'époque déjà, elle amusait la galerie en faisant des sketchs qui... je vous laisse apprécier. Je pense que j'ai été tellement vilaine qu'il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges, il va falloir que tu me corriges, il va falloir que tu me corriges. Allez, maintenant tu me corriges, tu me corriges. Oh, j'étais vilaine, j'étais vilaine, j'étais vilaine. Mon roi Arthur va se transformer en cheval. Et moi, je vais le chevaucher, mon roi Arthur. Oh oui, c'est parti. Allez, Arthur, vas-y, Arthur. Allez, Arthur, vas-y, mon roi. Oui, oui. Si son humour fait débat, on peut quand même lui accorder une certaine maîtrise du malaise. À partir des années 2010, on la retrouve régulièrement sur France Inter, où elle propose notamment des billets d'humour en réaction à l'actualité. Elle se taille au fil du temps un costume de laïcarde, tendance printemps républicain. À ses débuts, elle aime taper un peu sur le Front National. Bon, jamais trop fort quand même, faut pas abuser. Mais au fil du temps, et notamment après un bid sur France Télé, elle change le ton de ses chroniques radio. De moins en moins humoriste, elle s'affirme davantage comme une éditorialiste politique. De son propre aveu rapporté par le journal Le Monde, Sophia Aram se décrit comme une vraie connasse de droite, la Sonia Mabrouk de l'humour. Ce n'est sûrement pas un hasard si Aram se compare à Mabrouk, journaliste phare de CNews. Toutes deux partagent une obsession malsaine pour les musulmans et sont régulièrement taxées d'islamophobie. Sophia Aram multiplie les sorties sur l'islam sous couvert de ses propres origines marocaines et de son athéisme revendiqué. Elle moque constamment les femmes qui portent le voile. Si elle déclare que l'extrême droite est son ennemi avant tout, elle n'a aucun problème à en reprendre les anathèmes et la rhétorique. Aucun problème non plus à reprendre à son compte l'expression islamo-gauchiste, par exemple. Ou encore à renommer le député LFI Aymeric Caron en Abou Aymeric Al-Versailly, l'assimilant ainsi à un djihadiste, une pratique à laquelle s'adonne régulièrement l'extrême droite. Sans gêne, Sophia Aram se met en scène avec Mila, influenceuse d'extrême droite et militante identitaire pro-Zemmour, connue pour son islamophobie pathologique. Un entourage qui en dit long sur ses idées nauséabondes. En 2024, sur X, Mila converse avec un franco-israélien, figure du sionisme, connu pour ses déclarations contre la France et ses propos racistes violents. En live, il tient ses propos. Je peux vous envoyer des photos d'Arabes scotchés de la tête aux pieds. Ils ont les pieds scotchés, les bras scotchés, la tête scotchée, la bouche scotchée, tout. Limite, ils sont en poisson. Absolument voir ça. Ils sont en train de faire les saumons aujourd'hui, là. Et ça, c'est moi, si tu veux, Mila, j'en ai des sympas de l'armée. Je veux voir ça. Attends, je te l'envoie. Maintenant qu'on est abonné, je vais te l'envoyer en privé, la photo scotchée. Je l'ai. Le procureur de la République est saisi, mais cela n'a pas refroidi Sophia Aram, qui réaffirme régulièrement son soutien et sa proximité avec Mila. Pour Sophia Aram, qui se décrit toujours comme une social-démocrate, ce n'est pas elle qui a évolué, c'est la gauche qui a changé. Mais à écouter ses chroniques et ses spectacles, rares sont ceux à gauche qui trouvent grâce à ses yeux. Elle caricature les woke et méprise les luttes sociales, comme à l'époque des Gilets jaunes. Ah, la magie de Noël. Dès le début, quand j'ai vu les premiers Gilets jaunes, quand j'ai vu qu'ils étaient soutenus par Le Pen, Mélenchon, Wauquiez, Philippot, Corbière, Ruffin et Asselineau, j'ai tout de suite compris qu'en plus de la magie de Noël, il y avait celle du gilet jaune lui-même. Parce
Parce que oui, le gilet jaune est magique. Franchement, s'il n'était pas magique, comment expliquez-vous que Vauquier ait troqué sa parka rouge pour du fluo? D'ailleurs, Vauquier lui-même ne s'en rappelait plus et il a fallu lui remontrer les photos pour lui rafraîchir la mémoire. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Elle hurle constamment avec la meute, mais on l'entend que peu souvent critiquer la Macronie. Bizarre. À gauche, sa cible favorite reste la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, dont elle ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de mentionner le nom dans son discours à l'Élysée. Elle se range sans nuance et sans compassion du côté des génocidaires israéliens depuis le 7 octobre. À la cérémonie des Molières, elle profite d'ailleurs de son passage sur scène pour critiquer le soi-disant silence assourdissant du monde de la culture concernant l'attaque du Hamas. Elle, en revanche, ne se prive pas d'en parler encore et encore, quitte à donner la nausée. Elle n'a aucun scrupule à déclarer, je la cite, « Il n'y a pas plus d'apartheid en Israël que de génocide à Gaza ». Aucun problème non plus à s'amuser de l'explosion des beepers au Liban, un attentat commis par l'armée israélienne qui a tué et blessé des milliers de civils. D'ailleurs, il n'a pas non plus fallu compter sur elle pour faire preuve de corporatisme au moment où Guillaume Meurice s'est fait limoger de France Inter après une blague sur Netanyahou, le comparant à une sorte de nazi, mais sans prépuce. Elle, toujours si prompte à se révolter et à revendiquer la liberté d'expression, en a perdu tous ses principes. Elle a pris la plume pour enfoncer ses collègues, dénonçant le détournement d'une antenne publique à des fins personnelles. Aram a même multiplié les interventions dans les médias pour répéter que c'était une blague pourrie. Même si la justice a tranché que la blague n'est pas antisémite, Sophia Aram a décidé que si. Parce que selon elle, nazifier un juif, c'est toujours pourri, surtout si c'est pour le ramener à son prépuce et à sa judéité. Je la cite. C'est pourtant elle qui a écrit au sujet de l'ayatollah Khamenei « Avec sa mine de peine à jouir, son prépuce en guise de turban, ses petits yeux en trou de pine et sa barbe en poil de couille ». On ne découvre pas que Sophia Aram a l'indignation à géométrie variable. Passons à son coreligionnaire, Arthur. Il est évidemment l'animateur et producteur de toutes les émissions stupides qu'on peut voir à la télé depuis des années. Et c'est au début des années 2000 qu'il commence à s'engager publiquement. Timidement, au départ, en 2002, il appelle implicitement à ne pas voter pour Jean-Marie Le Pen. Mais 5 ans plus tard, il s'affirme en apportant un soutien actif à la campagne de Nicolas Sarkozy. En 2017, il rallie publiquement Macron au 2e tour pour faire barrage. Son expression politique prend une toute autre ampleur après le 7 octobre 2023. Au fil de ses apparitions médiatiques, il radicalise de plus en plus ses positions et affiche un sionisme féroce. Il se fait notamment régulièrement le relais de la propagande israélienne. On l'écoute sur le plateau de Quotidien. Israël vit avec Gaza ce que l'Ukraine vit avec la Russie, sur les derniers remparts de ces grandes puissances qui veulent déstabiliser le monde. L'animateur et producteur s'en prend régulièrement au soutien de la Palestine. L'eurodéputée LFI Rima Hassan est d'ailleurs l'une de ses cibles favorites. Il la traite constamment d'antisémite et l'accuse de faire l'apologie du Hamas. Elle a d'ailleurs porté plainte contre lui le 31 janvier dernier. Mais alors, loin de s'arrêter là, Arthur a pesé de tout son pouvoir, avec succès, pour faire annuler la cérémonie des 40 femmes de l'année 2023, organisée par le magazine Forbes, qui mettait justement la juriste palestinienne à l'honneur. Fin 2024, Arthur a également été accusé d'agression sexiste. Des archives de ses anciennes émissions ont été exhumées par le média féministe luxembourgeois L'Effronté. On voit l'animateur, fort de sa posture, embrasser des femmes de force, les humilier, les toucher ou encore tenir des propos indécents à l'antenne. Jackie et Annie, j'aimerais bien voir la photo des deux à 4 pattes, franchement. Oh, c'est super vu d'en haut. Oh, dis donc. Vous savez quel est mon fantasme? Non, mais je veux le savoir. Faire ça avec vous derrière une porte que vous auriez peinte. Oh là là. Ah, elle est comme elle est sexy, cette Catherine. Je rêve d'être nu avec vous et le pistolet sur la hanche. 12, 15. Des séquences si consternantes et accablantes qu'Arthur a mobilisé une horde d'avocats pour censurer ses vidéos au prétexte de cyberharcèlement calomnieux. Selon les déclarations de ses conseils, il compte même attaquer en justice ceux qui partagent ses images sur les réseaux sociaux. Une procédure a d'ailleurs été ouverte contre des comptes qui ont diffusé la vidéo pour une prétendue discrimination en lien avec la religion. Voici donc le pédigré des 2 récompensés d'hier pour leur lutte prétendue contre le racisme et l'antisémitisme. Ce choix de personnalité publique éminemment pro-Israël et islamophobe
est évidemment politique. Derrière ce prix remis par Emmanuel Macron se cache la LICRA, cette association française de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui est régulièrement critiquée pour ses prises de position, notamment depuis les années 2010. En 2014 déjà, le géopolitologue Pascal Boniface reprochait à la LICRA d'avoir édité un livre qui, selon lui, choisit de privilégier la défense d'Israël à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. 2 ans plus tard, le président de la LICRA qualifiait l'islamophobie d'imposture à combattre. En 2018, un post sur le compte Twitter de l'institution fait l'amalgame entre islam et terrorisme. La LICRA a aussi été épinglée pour des propos sexistes et homophobes tenus par son président et des membres sans qu'aucune sanction n'ait été ordonnée. Plus récemment, en 2024, la LICRA a écrit un texte pour défendre Israël, soutenir les opérations militaires et discréditer les défenseurs du droit international qui s'engagent pour les Palestiniens. Pour vous donner une idée, la députée Caroline Yadan a été l'une des porte-paroles de l'association. Bref, le tableau est plutôt peu enviable pour une asso censée lutter contre la haine et les discriminations. Au contraire, la LICRA affiche plutôt une inclinaison pour défendre l'antisémitisme au profit des autres formes de racisme. Une association donc politisée à souhait et dont le rôle est critiquable à de nombreux égards. C'est donc à Emmanuel Macron qu'est revenu l'honneur de récompenser Arthur et Sophia Aram hier lors d'une cérémonie à l'Élysée, et lui non plus n'a pas manqué l'occasion de politiser le discours. Il a allègrement repris les éléments de langage très droitier de son ministre Bruno Retailleau. Un tissu de mensonges que nous vous avions déjà débunké dans le récap du 20 mars. Vous pouvez retrouver la vidéo intégrale sur notre chaîne YouTube. Pour le président de la République, le poison antisémite est né à l'extrême droite, a prospéré à l'extrême droite et a su essaimer au-delà de l'extrême droite. Et vous connaissez la suite, il a mis la faute sur l'extrême gauche et l'antisionisme, relayant allègrement les mensonges de l'extrême droite. Je le dis et le redis encore, la très sérieuse CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, est formelle. L'antisémitisme en France est toujours très majoritaire à droite et à l'extrême droite. Et Macron le saurait si son gouvernement n'avait pas tout simplement ghosté la remise du rapport annuel de l'institution française. D'ailleurs, dans ce rapport, elle étrille Macron et ses sbires pour leur inaction sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations en général. Cette remise de prix en grande pompe, au plus haut sommet de l'État, a donc été un énième cadeau aux défenseurs du génocide en Palestine. Par son choix de casting et par les discours tenus, cet événement encourage une confrontation entre les juifs et les musulmans. Il n'y a qu'à écouter le discours de Sophia Aram. Mon constat est simple. J'ai grandi dans un monde dans lequel l'antiracisme était une évidence, l'universalisme une boussole et la laïcité un socle. Pour tout vous dire, je viens d'un monde dans lequel Jean-Marie Le Pen était déjà antisémite et Jean-Luc Mélenchon ne l'était pas encore. Ce qui, je conviens, pour les plus jeunes d'entre nous ici, peut être un peu surprenant. Personne à l'époque n'aurait pu confondre l'extrême droite avec un rempart contre quoi que ce soit, ni considérer le hijab comme un embellissement. Le combat contre le racisme et l'antisémitisme était un combat contre les identitaires de tout poil et de toute barbe. L'explosion des actes antisémites qui a suivi le pogrom du 7 octobre nous a fait basculer dans un monde différent. Un monde travaillé depuis longtemps par l'islamisme, la pensée identitaire et le communautarisme. Et pour ceux qui se demandent où peut bien nous conduire un monde dans lequel on mêle de plus en plus politique, race et religion, ouvrez un livre d'histoire et vous aurez la réponse. L'État ne combat pas l'antisémitisme, il l'exploite. Comme pour toutes les formes de racisme, il se place davantage en adversaire qu'en allié. Main dans la main avec la LICRA, il instrumentalise et met en danger les Juifs pour servir sa politique islamophobe. Ce prix décerné sous les ors de l'Élysée ne célèbre pas la lutte contre la haine, il la détourne et la confisque. Pendant que l'État prétend combattre l'antisémitisme, il encourage l'islamophobie et attise les divisions. Et tant pis si cela met des vies en danger, tant que la mise en scène fonctionne. On poursuit avec le reste de l'actualité racontée et mise en image par Lydia Ménez. Et on commence avec les annonces de Trump concernant les droits de douane. Donald Trump a appelé ça le jour de la libération. Hier, le président américain a annoncé que tous les produits étrangers seraient désormais soumis à un tarif douanier universel minimum de 10%. Ce nouveau plan inclut également des droits de douane spécifiques par pays. 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde, 24% pour le Japon, 20% pour l'Union européenne et 10% pour le Royaume-Uni. Indonésie, Malaisie, Cambodge. Oh, regardez le Cambodge, 97%. Nous allons le réduire à 49%. Ils se sont fait une fortune avec les États-Unis d'Amérique. Royaume-Uni, 10%.
Après cette annonce choc, les réactions venues du monde entier ne se sont pas fait attendre. Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre commerciale, déplore la Chine. Des droits de douane injustifiés selon l'Australie. Une grande erreur pour la Colombie, pendant que l'Union européenne évoque un coup dur pour l'économie mondiale. Évidemment, chacun prépare sa riposte. Au Brésil, par exemple, le Parlement a adopté à l'unanimité une loi de la réciprocité, donnant au gouvernement des moyens pour répliquer aux barrières commerciales à ses exportations. On poursuit sur l'actualité internationale avec la rencontre entre Viktor Orban et Benjamin Netanyahou. Une provocation de plus pour le dirigeant de l'État hébreu. Benjamin Netanyahou est en Hongrie. Il rencontre aujourd'hui le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Cette visite intervient alors que la Cour pénale internationale a émis en novembre un mandat d'arrêt contre lui pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans la bande de Gaza. La Hongrie, en tant que membre fondateur de la CPI, est théoriquement tenue d'arrêter et de livrer toute personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour. Mais le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, soutien de son homologue israélien, avait déjà annoncé qu'il ne respecterait pas la décision de la CPI, la qualifiant d'effrontée, cynique et totalement inacceptable. Pire, il a annoncé aujourd'hui se retirer de l'institution. Le retrait d'un État ne prend effet qu'un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l'ONU. Budapest a décidé de franchir le pas dans le siège de Donald Trump, qui a imposé en février des sanctions à la Cour pour ce qu'il a qualifié d'actions illégitimes et sans fondement visant l'Amérique et notre proche allié Israël. Et on termine avec l'affaire Betaram et 48 nouvelles plaintes qui viennent d'être déposées. Nouveau rebondissement dans l'affaire Betaram. Hier, d'anciens élèves de l'établissement catholique Notre-Dame de Betaram sont venus au palais de justice de Pau pour déposer 48 nouvelles plaintes de victimes de violences physiques et sexuelles, ce qui porte le chiffre total à 200 dans ce dossier. La lecture des plaintes, consultée par France 3 Aquitaine, est particulièrement éprouvante. Agression sexuelle, mise à genoux d'un élève de 14 ans et obligation de fellation, viol d'un enfant de 13 ans. Sur ces 48 plaintes, 20 font l'objet de violences sexuelles. L'une d'elles relève d'un viol en réunion avec introduction d'un petit bâton dans l'anus d'un enfant de 14 ans par le père directeur et un autre prêtre. Dans ce scandale, de nombreuses personnes pointent du doigt les défaillances de l'État, comme c'est le cas du député Paul Vannier. Il faut bien comprendre que cette affaire Betaram, c'est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. C'est aussi une affaire, un scandale d'État. Il y a une défaillance majeure du côté de l'État, de sa responsabilité qui est celle de protéger tous les enfants. En effet, il n'y a pas eu de contrôle à Betaram, aucun contrôle pendant 30 ans. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.